Juste vous présenter le résultat d'un petit travail de recherche, pas très original dans la méthode, mais assez long et fastidieux dans la réalisation. C'est comprendre la logique d'aller jusqu'à l'estimation de coûts de production pour des nouvelles techniques. Alors, juste pour préciser que pour les techniques en place, c'est relativement facile. On observe et on mesure et on en tire les coûts. Pour des techniques qui ne sont pas en place, il faut faire un certain nombre d'hypothèses. Et c'est en ce sens que que la méthode est relativement difficile parce qu'il faut enquêter pour avoir un certain nombre d'informations. Alors, voilà. Les raisons de ce travail, il a été fait dans le prolongement d'un programme de recherche animé par l'INRA Pêche Rouge sur la désalcoolisation des vins. Et donc, avec l'IFV et Philippe Cotreau, on a essayé de comprendre dans le détail les conséquences de ces coûts de désalcoolisation. Les raisons sont classiques, hein, c'est l'alcool est un signe de qualité, il y a le réchauffement climatique, on recherche des vins de garde et de la maturité phénolique, et on estime qu'il y a une croissance du degré moyen des vins tous les 10 ans. Donc on était dans une phase où la question de l'alcool se pose, hein, dans les vins, et les vins de qualité en particulier. À l'opposé, on l'a bien étudié au laboratoire, on assiste à une baisse de la consommation, avec l'évolution des modes de vie, la répression de l'alcoolisme, et il y aurait une demande de moins d'alcool. Donc ce programme de recherche pluridisciplinaire avait 3 objectifs. Il y a une composante viticole, une composante microbiologique, une composante technologie et œnologie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a étudié les nouveaux procédés avec des techniques existantes mais adaptées et retestées dans le cadre de ce programme. Donc les 4 principales techniques, c'était l'osmose inverse, la nanofiltration, les contracteurs à membrane avec découplage et la distillation. Alors je ne rentrerai pas sur la théorie, mais quand on fait des recherches, on est jugé sur nos publications. Et donc les théoriciens de l'économie de l'innovation se posent des questions. Et pour nous, c'était une étude de cas appliquée, de questions un peu générales, sur comment une technique remplace une autre. Est-ce que les techniques coexistent? Comment elles sont concurrentes? Les modalités de la concurrence entre techniques. Et il y a relativement peu de travaux là-dessus, sauf des travaux d'historiens sur des transformations comme le chemin de fer, la marine à voile ou les claviers d'ordinateur. Je ne détaillerai pas, mais c'est pour vous dire aussi qu'on est tenu par ce grand écartement entre essayer de faire avancer un peu la théorie et utiliser des études de cas qui, pour nous, sont aussi intéressantes de ce point de vue-là. Donc, en tant que question à appliquer, c'est la question de la compétition entre technologies de désalcoolisation. Et en termes de méthode, c'est l'observation à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'a pas le recul du temps, où il y a eu une sélection progressive, j'allais dire naturelle, par le fonctionnement de l'économie et des entreprises qui a permis de choisir. On a estimé les coûts de mise en œuvre en prenant en compte la dimension organisationnelle. Et ça aussi, c'est un point nouveau, c'est-à-dire qu'on a tenu compte du fait que cette activité peut être réalisée dans différentes entreprises. Il peut y avoir transport d'un produit en cours d'élaboration, retour éventuellement à l'exploitation ou à la cave. Et on a choisi des modèles, comme on ne peut pas tout traiter et que très vite on a une combinaison importante, on a pris quelques modèles les plus représentatifs et on est allé ensuite jusqu'à pousser l'analyse un peu plus loin en discutant les volumes. Pour faire simple, on est parti sur les itinéraires techniques et des coûts reconstitués. Vous voyez l'idée, quelles sont les opérations à réaliser et comment chaque opération unitaire est réalisée en estimant les coûts standards ou en prenant des données des constructeurs, etc. ou des gens qui pratiquaient. Alors les technologies, je ne vais pas les redévelopper, Philippe pourrait le faire si vous le souhaitez. On avait la technologie Redux, c'est publié dans la presse, vous retrouverez ces schémas techniques, donc, qui nous permettent, nous, d'évaluer des quantités, des temps de travaux, des volumes, de l'électricité et surtout le prix des machines, et on va y revenir. Ensuite, donc l'osmose inverse ou la nanofiltration associée à la distillation.
je ne développe pas les techniques. L'osmose inverse plus un contacteur à membrane. Alors toujours avec ces schémas, c'est des flowsheets, c'est la description de l'ensemble des opérations et comment ces procédés se combinent. Ou quand même la distillation classique, hein, qui là elle est une technique connue depuis longtemps. On a mis en place 8 modèles. Quand on dit modèle, c'est la description de ces itinéraires techniques et la façon dont la réalisation de la désalcoolisation a été faite. Donc, je ne rentre pas en détail, mais on a combiné donc, ces 4 principales techniques en ultrafiltration, nanofiltration. Encore une fois, en introduisant des éléments d'analyse économique, c'est-à-dire comment ça se fait, où ça se fait. Donc, l'achat de l'équipement. Dans le deuxième cas, on a une opération qui est faite à la cave plus à la distillerie. Dans le troisième cas, on a un achat total. Dans le quatrième cas, on a une prestation de service, puisque ces systèmes sont mis en place, y compris par des fabricants de matériel. On a dans le cinquième cas une distillation avec une prestation totale. Dans le sixième cas, une distillation avec l'achat total par la cave de l'équipement. Le septième cas, une distillation totale par prestation de service. Et le dernier cas, la distillation sous vide en distillerie, bien entendu. Alors le point important, et c'est ce que vous attendez tous, c'est la structure des coûts de production. Alors vous voyez que dans les 8 cas, on a toute une gamme de niveaux relativement différents. Et le premier point à observer, c'est bien entendu cet échelonnement extrêmement important. Le deuxième élément, alors on a mis, c'est un peu lisible, l'ensemble de la liste des frais qui ont été pris en compte, hein, de haut en bas, des frais financiers du prestataire, les frais financiers de la cave, des charges administratives, des amortissements de prestataire, l'amortissement de la cave, le transport, etc. etc. Donc pour vous commenter, on va revenir un petit peu sur la synthèse de la structure de ces coûts, mais vous voyez bien que rien qu'en regardant les histogrammes, hein, les graphiques en bâton, on voit des couleurs très différentes qui apparaissent dans un cas, qui n'apparaissent pas dans d'autres, et des proportions très différentes. Donc pour synthétiser la lecture de ces coûts, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord une grande dispersion, puisqu'on peut aller dans un rapport de prix de 1 à 7. Donc ça paraît important. On voit de 1,78 €, alors on ne va pas rentrer, mégoter sur les centimes, mais à 11,92 €. Dans le cas d'une nanofiltration et contacteur à membrane en propriété de la cave. Et chacun de ces termes est important parce que c'est justifié par, bien entendu, les prix d'achat, et on pourrait rajouter d'ores et déjà les petits volumes traités. On observe l'importance de l'amortissement, plus des frais financiers, qui représentent de 3/4 à la moitié du coût, et bien entendu l'importance de la main-d'œuvre. Et donc ce coût est bien entendu élevé dans le cas de l'achat des 2 équipements qui eux-mêmes sont d'un coût élevé. La distillation est la moins chère, mais dans le programme, il y a une discussion sur la qualité de la prestation. Et alors on retrouve bien un équipement qui existe, l'économie d'échelle de la distillerie, pas d'investissement nouveau, des éléments assez classiques dans l'analyse des coûts, dans le fonctionnement industriel. Donc lorsqu'on achète les équipements, bien entendu, ça augmente les coûts. Par contre, pour faire baisser ces coûts, il faut augmenter l'amortissement des charges fixes sur des volumes de traités plus importants. Là aussi, c'est un classique. Au plus on traite de produits, au plus les coûts fixes se réduisent. Et on peut également réduire les coûts en développant la sous-traitance, en particulier de la partie distillation, lorsqu'on fait plusieurs étapes. Donc le cas spécifique de la méthode Redux présente un niveau de coût élevé, en deuxième position, du fait de l'achat de 2 équipements et de la faiblesse des débits et des pertes de volume. Donc des résultats récents montrent cependant qu'il est possible de simplifier la technique en n'utilisant que la nanofiltration, hein, c'est les travaux de Philippe Cotreau, ce qui permet de réduire les coûts d'investissement. Si vous avez une machine au lieu de 2, vous pouvez changer les résultats. Alors, on a travaillé avec une hypothèse relativement limitée, puisqu'on a pris des coûts pour travailler sur 1 mois sur une partie limitée de la production d'une coopérative moyenne standard. Ce qui nous a semblé raisonnable. Puis, compte tenu des résultats, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si on traite des volumes plus importants? Et si on ne traite pas forcément que ses propres volumes. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès que l'on augmente
les quantités traitées, eh bien, évidemment, l'effet coût d'investissement et charge d'achat des machines se réduit. Et dès qu'on dépasse 10 000 hectos de traitement, on arrive à des écarts relativement réduits. On a d'abord une baisse significative du coût total, et on a un rapprochement des différentes techniques, ce qui les rend beaucoup plus concurrentes. Donc pour conclure, bien entendu, la distillation a un avantage net, mais avec les problèmes qualitatifs, je ne discuterai pas, ce n'est pas ma partie. Les niveaux de coûts sont faibles. On a une très forte réduction de la dispersion des coûts avec les volumes. Donc, bien entendu, l'important, c'est le niveau d'investissement en fonction du marché et de la demande. Et ça, c'est un phénomène important. L'impact est bien entendu inversement proportionnel au prix des vins. On a des ordres de grandeur qui varient selon la valorisation du produit. L'importance de la demande et des volumes traités, encore une fois, c'est le marché qui va décider du type d'équipement et des conditions de réalisation de ces coûts. Bien entendu, les prestations de services sont moins chères et flexibles. Et donc, ce qui nous permet de dire qu'en économie, dans un regard d'économiste industriel, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de difficulté à accès à ces techniques dans la mesure où vous pouvez donner à traiter à un prestataire de service le volume que vous décidez. Donc ce type d'organisation est très bien adapté à ces nouvelles techniques et à leur futur développement si on veut tester un marché. Et d'ailleurs, ça a été réalisé sur une gamme de produits comme le LIR. Et enfin, l'importance du choix stratégique des firmes. C'est vous décidez d'acheter ou de louer ou d'essayer. Ça, c'est comment on se lance et quel risque, bien entendu, le risque d'entreprise que vous prenez. Il reste quelques questions classiques en économie pour est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait faire. Il faut une évaluation technologique par rapport à la qualité du produit et au prix du produit. Quel est le segment de marché que vous visez? Quelle est l'image du produit que vous vivez? Alors, il y a quelques contraintes réglementaires qui ont évolué, qui se sont assez stabilisées. C'est le statut de distillateur. Donc, la réglementation française impose que dans cette opération, un individu prenne un statut de distillateur. En Espagne, par exemple, le système a été très différent, puisqu'on a appliqué aux viticulteurs le statut des brasseurs qui désalcoolisent, qui font de la bière sans alcool. Donc, et bien entendu, l'importance du volume traité. Voilà, je vous remercie de votre attention.